Doit-on débattre avec l'extrême droite? Doit-on débattre avec l'extrême droite? C'est non. Alors ce débat, il n'est pas tout jeune, mais avec l'actualité récente, et quand je dis récente, je parle de la période Covid et post-Covid, à quelques vaches près, il est revenu en force parce que l'extrême droite est plus présente que jamais, pas seulement en France, mais dans une grande partie des pays occidentaux. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question, et comme d'habitude, on va essayer de pas sortir des trucs de notre cul, et pas s'arrêter à des considérations purement morales du type il faut débattre avec tout le monde, c'est la liberté d'expression, les gens se feront leur propre opinion. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Un discours qui repose sur une conception profondément libérale et idéalisée de l'espace public, où les arguments circuleraient dans un espace neutre, où chacun disposerait des mêmes ressources pour les produire, les diffuser, les recevoir, et où l'information échapperait aux contraintes structurelles et aux rapports de pouvoir, des rapports qui en réalité déterminent la visibilité des discours et les conditions dans lesquelles ils sont interprétés. Avant de commencer, on va établir quelques prémices. Déjà, qu'est-ce qu'un débat? C'est pas. Mais en fait, il existe plusieurs conceptions différentes. La tradition délibérative, le débat comme recherche collective de compréhension. On débat pour partager des points de vue, des idées, et même s'il peut être un peu vif, il doit reposer sur un cadre commun où chacun sait de quoi on parle et où les mots et les représentations ont un même sens. L'objectif est de mieux comprendre un problème en confrontant des arguments pour pouvoir prendre une meilleure décision. C'est une manière de discuter du réel, de soulever des problématiques et d'y répondre afin de faire évoluer les points de vue et de gagner en agentivité, en pouvoir d'agir. Ensuite, on a le débat comme jeu de rhétorique, où la mise en scène compte plus que le fond argumentatif puisque le but est de convaincre un public, pas de dire le vrai, même si c'est pas incompatible. Mais dans une logique de confrontation entre camps, les incitations ne sont pas les mêmes. La nuance peut devenir une faiblesse, reconnaître une incertitude peut être interprétée comme un manque de maîtrise, et admettre une part de validité dans l'argument adverse, faire des concessions, c'est donner l'ascendant à son adversaire, ce qui pousse chaque camp à simplifier leur position et privilégier des arguments qui vont produire un effet immédiat sur le public, plutôt qu'amener de la complexité ou pousser l'analyse. On va s'adresser à l'autre, non pas pour le convaincre, mais pour le sidérer, pour montrer à son camp qu'on a gagné le match de boxe, et donc finalement, l'idée n'est pas de convaincre, mais en fait de mettre son adversaire KO. Ici, le débat devient un espace de lutte où chacun cherche à mobiliser et à accumuler du capital symbolique. Apparaître comme plus légitime, plus compétent, ce qui fait qu'on peut perdre un débat même en ayant raison, si l'adversaire maîtrise mieux les codes de la discussion, ou sait mieux occuper l'espace et combler les attentes du public. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? C'est une distinction classique entre dialectique, chercher à éprouver une idée par la contradiction, et héristique, chercher à vaincre dans la discussion. Enfin, il existe un troisième type de débat qui n'est pas intrinsèquement différent des deux autres, mais qui en est une espèce de version ultra transformée, c'est le débat médiatique. Madame Le Est-ce Pen, que si vous vous êtes posez ma arabe? question. Madame Le Pen, T'es arabe ou pas? vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses? Parce que ces débats sont sérieux. ben, réponds. Ce ne sont pas des débats d'insinuation, surtout sur des sujets où votre parti T'es mal à l'aise ou quoi? est ambigu. Je ne suis pas mal à l'aise. T'es du tout. arabe. Ce que j'ai dit, c'est pourquoi des jeunes Français Je suis sûr se que t'es radicalisent. arabe. C'est la question qu'on doit collectivement se poser. Et vous avez Sur raison. mon papier, il y a écrit que tu manges du couscous. Le débat médiatique, c'est avant tout un produit audiovisuel. Il répond pas uniquement aux règles d'une discussion ou d'une confrontation d'idées, il a aussi des contraintes propres au fonctionnement des médias. Les contraintes qui sont déjà présentes dans les autres formes du débat y sont amplifiées, et de nouveaux impératifs viennent influencer son déroulement. Ce qui est dit et ce qui n'est pas dit, comment les sujets sont mis en avant, la manière dont les intervenants sont présentés, la place accordée à leur discours, etc. Un débat médiatique est plus largement une information dans un média, c'est jamais une simple fenêtre transparente sur une confrontation d'idées. Ça passe par différents filtres, et je vous renvoie à la fabrique du consentement de Noam Chomsky ou de la télévision de Bourdieu, mais pour faire simple, les contraintes économiques liées à l'audience et à la rentabilité poussent les chaînes d'information à entrer dans une logique compétitive et à privilégier des formats capables de retenir le téléspectateur. Débat en plateau, éditorialistes récurrents et polémiques, réactions immédiates, sujets polarisants et très peu d'enquête de terrain parce que ça coûte cher. On perd énormément en qualité d'information, mais on gagne en captation d'audience. Il y a aussi des contraintes éditoriales et politiques liées au rapport de force et aux intérêts des acteurs concernés. Par exemple, Bouygues possède TF1, donc il y a peu de chances de voir une critique du groupe sur cette chaîne. C'est pas sur TF1 qu'on va parler des magouilles de Bouygues au Madagascar. Et la plupart en fait de ces milliardaires sont arrivés dans l'empire médiatique puisqu'ils n'ont pas bâti leur fortune là-dessus au cours des années 2000 quand Internet a cassé le modèle économique des médias et a fait que la majorité des grands médias sont devenus déficitaires et c'était les seuls à pouvoir racheter avec leur fortune. Et ils ont préféré faire de l'information low cost, à savoir du commentaire sans investigation, sans terrain, ça coûte beaucoup moins cher. Enfin c'est quelque chose qui a déjà été très étudié, je pense aux travaux d'Alexis Lévrier par exemple, mais l'historien de la presse, mais c'est sûr que quand vous prenez les plateaux des chaînes bolloréennes, vous prenez 4 experts tout au
politologues et vous leur faites parler pendant 3 heures à la fois de la réforme des retraites, la réforme d'Ati et la Syrie, c'est sûr que ça coûte pas très cher à produire. Au-delà d'une information qui est très dégradée, c'est le pluralisme qui est menacé. Et il y a tout un tas d'autres contraintes propres au format audiovisuel, le temps limité, la recherche de séquences fortes, la publicité, la personnalisation des désaccords, le fait qu'on déplace les idées vers la personne, son attitude, son ton. Vous n'avez pas été très convaincant. Attendez. 2 degrés de réchauffement climatique à l'horizon 2100. Tous les discours qu'on a entendus, c'était des discours qui étaient très abstraits. C'est pas très abstrait, ça, je trouve. Vous n'avez pas été très convaincant. Et donc la question n'est plus seulement de savoir quels arguments sont échangés, mais surtout de comprendre pourquoi certains arguments accèdent à cet espace de visibilité, sous quelle forme ils y apparaissent, et quels effets cette mise en scène produit sur les perceptions du public. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Lebret, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas Sardou, enfin, il n'aime pas ce que nous sommes. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, quand on parle de ne pas débattre avec l'extrême droite, mais de quoi on parle exactement? Déjà, on parle pas de toi qui va débattre avec ton pote José, qui vote RN parce que toujours les mêmes, et puis Marine l'innocente. Comme d'habitude, des juges rouges. Ça y est, le coup près est tombé. 5 ans d'ingénuité. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous? Non. Alors je vais apporter mon soutien à Madame Le Pen. Vous savez comment? Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nique ta mère. Voilà, si t'as l'énergie pour ça, bonne chance. Et on parle pas non plus de répondre à un random commentaire de Fâchelard qui se sent trop à l'aise sous une vidéo de violence policière ou sous un témoignage de meuf qui témoigne d'une violence qu'elle a subie. Le problème, c'est pas l'échange interindividuel, c'est la fonction sociale d'un débat public médiatisé. Un débat qui va occuper l'espace public et contribuer à définir les discours qui vont apparaître comme légitimes. Un débat qui va donc participer à structurer les rapports de force politiques. On a vu tout à l'heure la différence entre deux formes de débat qui n'ont pas le même but, la délibération dialectique et heuristique. Or, la plupart des discours et stratégies d'extrême droite entrent justement en tension avec les conditions nécessaires à une délibération dialectique. Ça veut pas dire qu'une personne d'extrême droite ne peut pas discuter ou échanger, ça veut dire que certains cadres idéologiques et certaines stratégies politiques ne cherchent pas prioritairement à soumettre la position à une contradiction, mais à imposer un récit et à déplacer les frontières du débat. Un cadrage qui repose sur des récits identitaires, des inversions causales, des menaces existentielles fictives ou des affirmations non falsifiables. Et si vous avez fait un petit peu d'épistémologie, vous savez qu'une théorie non falsifiable, le critère de falsifiabilité de Karl Popper, est construit de manière à ne jamais être contredite et va toujours trouver un moyen d'expliquer pourquoi les faits qui la contredisent sont en réalité une preuve supplémentaire de sa validité. C'est le même principe qu'avec les théories du complot. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Cette dynamique fait qu'on n'est plus dans une confrontation d'arguments, mais dans une lutte entre visions du monde incompatibles. Ce qui doit être à la base un échange va nécessairement se transformer en confrontation, où le but n'est pas de construire, mais de détruire l'adversaire. Et ça, d'une part, c'est une position qui est facilitée par le dispositif médiatique, puisque comme on l'a vu, il favorise la viralité du conflit, et d'autre part, ça donne l'illusion que ces deux visions du monde irréconciliables ont la même légitimité ou reposent simplement sur des lectures différentes du réel. C'est ce qu'on appelle la fausse équivalence et l'effet de symétrisation médiatique. Le simple fait de mettre deux positions en confrontation peut créer une perception d'équivalence qui n'existe pas sur le plan factuel. On peut penser au débat sur le réchauffement climatique par exemple. Il y a un consensus effectivement sur la réalité du changement, sur ses causes et sur son évolution, non. Mais et vous aimez, que si. vous aimez comme un certain nombre de gens, les prévisions millénaristes. Je n'ai pas fini. Mais c'est rétrograde. Vous êtes dingue. Non, mais c'est pas possible. Mais si vous ne me laissez pas parler, j'arrête. Allez vous cultiver scientifiquement. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Le réaprès d'ailleurs. Je ne savais pas, c'est un guet-apens climato-sceptique. Alors en effet, je vais vous écouter. La manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspecte. On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire? Et vous, vous êtes en train de prêcher le climato-scepticisme. Vous mettez en cause des... Vous voyez pas que vous êtes religieuse, là? Cette femme a un boulard immense, elle est scientifique. Vous avez une tête qui... Vous êtes entré dans vous avez réussi à entrer sur notre studio. Le public ne voit plus forcément une confrontation entre une affirmation étayée et une affirmation contestable, mais deux personnes qui se valent, entre guillemets, parce qu'elles occupent le même espace médiatique et disposent du même temps de parole. Le débat devient moins un outil pour établir ce qui est vrai ou ce qui est faux qu'un mécanisme qui transforme toute question en conflit d'opinion. Lorsqu'une proposition est régulièrement invitée sur les plateaux, discutée par des journalistes, opposée à des contradicteurs et traitée comme une opinion parmi d'autres, elle acquiert une forme de visibilité et de légitimité symbolique.
Et c'est ce processus de banalisation qui légitime des idées et des thématiques qui pouvaient être considérées comme marginales ou incompatibles avec le cadre politique dominant. Ça ne signifie pas que tous les téléspectateurs vont automatiquement adhérer à cette idée. La médiatisation, elle transforme pas automatiquement en sympathisant. Par contre, elle peut modifier ce qui apparaît comme entendable. C'est le principe que vous connaissez sûrement tous, la fenêtre d'Overton, plus un pour les susboules qui l'ont dit à voix haute. Pour être plus précis que le terme fenêtre d'Overton, on parle de déplacement d'agenda ou d'élargissement du champ des positions légitimes. C'est pas qu'une idée passe mécaniquement d'un statut à un autre, mais qu'elle modifie les termes du débat. Qu'est-ce qui mérite d'être discuté et comment? Cette dynamique explique aussi le rôle particulier joué par la mouvance identitaire. L'objectif, c'est pas nécessairement de conquérir directement le pouvoir, c'est d'agir en amont sur le terrain des idées et des perceptions. C'est ce que ses propres militants appellent la métapolitique. On cherche à transformer progressivement l'espace culturel et médiatique en imposant certaines catégories et certaines manières d'interpréter le réel. Cela ne signifie pas que ces idées deviennent majoritaires dans l'opinion publique, en revanche, elles peuvent devenir centrales dans l'espace politique si elles parviennent à imposer leur propre thème. Et comme pour les sondages, cette exposition peut avoir un effet performatif. La répétition et l'exposition à ces mêmes idées peuvent créer un effet de faux consensus et elles paraissent alors plus partagées qu'elles ne le sont réellement et finissent même par orienter l'opinion publique en occupant un espace central dans le débat. À force de répétition, certains finissent par s'imposer comme des évidences. Une société présentée comme en déclin, menacée par l'immigration, l'insécurité ou une supposée perte d'identité. Cette transformation fait qu'il apparaît comme normal de discuter de certaines idées au nom de la liberté d'expression ou de la pluralité démocratique, alors même que le projet politique qui les porte vise souvent à restreindre ces mêmes principes. Et une idée normalisée peut progressivement être reprise par des forces politiques qui étaient auparavant opposées, pas forcément parce qu'ils ont changé de conviction, mais tout simplement parce qu'elle est devenue légitime en termes de débat. C'est une position qui ne peut plus être ignorée électoralement ou médiatiquement. À la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. L'extrême droite n'a plus besoin de convaincre que le problème existe, il lui suffit de se présenter comme une réponse à un problème déjà installé dans l'agenda public. La normalisation déplace l'ensemble du spectre politique. C'est une des raisons qui fait que débattre avec l'extrême droite, c'est souvent contre-productif, parce que ça impose d'accepter ce cadrage au lieu de construire d'autres cadres d'interprétation. Je n'ai pas envie d'invisibiliser un homophobe. Je parle avec les racistes, je parle avec les antisémites, je parle avec les homophobes. Sauf qu'une bataille culturelle, ça se gagne pas uniquement en déconstruisant les discours adverses, mais en produisant d'autres représentations, d'autres cadres, bref, d'autres manières de penser le monde. Faites plus de mal à l'extrême droite en invitant une personne trans à discuter de sa life sur un média qu'en débattant de la transidentité avec eux. Parce que rendre visibles des expériences concrètes et des personnes concernées, et imaginer un futur souhaitable, ça peut avoir davantage d'effets politiques qu'un affrontement abstrait sur le terrain idéologique adverse. Une personne trans qui raconte son parcours, elle répond pas seulement à un argument, elle ne justifie pas son existence. Elle devient un sujet politique réel et non plus un objet de controverse. Parce qu'il ne suffit pas de répondre au cadre imposé par ses adversaires, il faut aussi être capable d'occuper un espace, de proposer ses propres catégories d'analyse et ses propres représentations du réel afin de les rendre accessibles. Faire émerger un sens commun capable de concurrencer celui du groupe dominant. C'est le principe de la bataille pour l'hégémonie culturelle de Gramsci. Et c'est une idée qu'on retrouve à un degré différent dans Acide Communisme de Mark Fisher. Le capitalisme a tellement colonisé les imaginaires qu'il est devenu presque impossible de se représenter un autre futur. Vous connaissez certainement cette phrase, il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est Frederick Jameson qui a été repris et popularisé par Zizek. Here, Trump is probably the best example of this, with his 2016 campaign taking capitalist realism to its logical endpoint by saying he would run the government like a business. Embedded in that sentence is the idea that the logic of businesses, markets, profit-seeking, and so on naturally lead to the most desirable outcomes in any situation. And you can add onto this list of the ways capitalist realism functions the equally widely disseminated idea that it's just simple pragmatism to believe in capitalism. Everything else is gross and ideological means bad. And to make that point, here's a quote from the raccoon of ideology himself, Slavoj Žižek. At this point, we reach the supreme irony of how ideology functions today. It appears precisely as its own opposite, as a radical critique of ideological utopias. The predominant ideology today is not a positive vision of some utopian future, but a cynical resignation, an acceptance of how the world really is, accompanied by a warning that if we want to change it too much, only totalitarian horror can ensue. Si les récits qui représentent l'ordre économique et social actuel comme naturel ou inévitable sont si puissants, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont omniprésents dans les institutions ou la culture dominante, c'est aussi parce que les imaginaires alternatifs peinent à occuper l'espace public. Et on va pas se mentir, c'est pas un hasard.
Reconstruire un imaginaire collectif, rendre d'autres futurs pensables et désirables, c'est fondamental dans la lutte pour l'émancipation. La fenêtre d'Overton, la bataille pour les cadres d'interprétation, ça marche dans les deux sens. On ne doit pas se contenter de répondre sur le terrain adverse en acceptant les cadres et les prémices sur la productivité, les frontières ou la hiérarchie. Pour construire le monde qu'on veut voir exister, il faut qu'il ait d'abord la possibilité d'exister dans votre imagination. L'imagination n'est pas seulement une conséquence du changement politique, elle en est une condition. Et c'est précisément ce que le débat médiatique, particulièrement avec l'extrême droite, ne permet pas. Il ne suffit pas d'invoquer les arguments et des contre-arguments comme si les individus changeaient d'opinion grâce à la meilleure démonstration factuelle, mais de produire des récits concurrents qui viennent répondre à l'insécurité sociale. Répondre uniquement sur le terrain adverse, même pour contester ou déconstruire le diagnostic, c'est le faire exister dans l'espace public, c'est perdre sa capacité à imposer ses propres thèmes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des debunks pour expliquer que non, il n'y a pas de submersion migratoire, en fait il n'y a que 10% d'immigrés, même qu'en Espagne et en Allemagne ils en ont plus. On s'en fout, c'est pas une question de pourcentage, mais de présupposés contenus dans la formulation même du problème. Répondre sur le pourcentage d'immigrés, c'est déjà accepter un cadre ethno-hiérarchique. C'est déjà accepter que des personnes n'ont pas le droit de circuler librement en fonction de leur lieu d'origine. C'est déjà oublier pourquoi il y a des déplacements de population. C'est déjà considérer que des gens peuvent être illégaux sur un territoire par nature, et c'est déjà se placer dans une optique de pénurie. Pénurie économique, pénurie d'espace, de travail, etc. L'extrême droite ne progresse pas grâce à sa force argumentative. Elle capte des crises. Ce sont les conditions de tension sociale et le fait qu'on lui donne un espace d'expression visible qui permettent à leur discours de convaincre. Elle transforme des problèmes matériels en conflits identitaires. Dès lors, le débat ne vise plus à chercher des solutions concrètes à des problèmes concrets, mais à fabriquer un récit dans lequel les difficultés économiques ou la précarisation ne sont plus les conséquences de rapports sociaux et de choix politiques, mais le produit de groupes ennemis à combattre. Il y a ceux qui détournent le regard et il y a ceux qui se sont engagés sur la voie de la collaboration. Si l'islamisme progresse aussi vite dans notre pays, c'est aussi parce qu'il bénéficie de relais politiques. Ces relais ont un nom, la France insoumise. En 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs dirigeants d'extrême gauche avaient récité à la virgule près les éléments de langage des frères musulmans en condamnant la montée de l'islamophobie. En 2022-2024, plusieurs imams extrémistes ont appelé à voter pour les candidats et les filles, dont des prédicateurs faisant l'apologie du terrorisme comme Annie Ramadan. La réalité est édifiante. Il existe une alliance assumée entre LFI et les islamistes. Les premiers veulent engranger les voix, les seconds ont besoin de porte-voix. Le gang de Rima Hamas a repris à son compte la haine des Juifs et la destruction de l'État d'Israël, pilier idéologique des fondamentalistes islamistes. Au royaume des antisémites, les frères musulmans sont rois et les insoumis sont les bouffons du roi. Alors, si le débat médiatique avec l'extrême droite peut contribuer à normaliser leur discours, est-ce que la solution c'est simplement de refuser toute confrontation? Je ne sais pas. Eh ben ça dépend. Refuser toute confrontation, c'est pas toujours le truc à faire, parce que ça revient à laisser le terrain médiatique entièrement aux mains des réactionnaires. La question elle porte plus sur le cadre du débat que sur le fait de débattre en soi. Quel est l'objectif du débat, dans quel dispositif il a lieu et avec quelle modalité? Personnellement, on m'a proposé d'aller débattre sur le crayon, de manière régulière, de faire une émission sur le crayon, je crois bimensuelle, et on m'a fait crari que c'était avec quelqu'un de droite, voilà. Bon alors, c'était clairement d'extrême droite. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas mal hésité, mais j'ai eu l'impression que l'intérêt était quand même très limité. En plus le but c'était vraiment de faire genre tout le monde a la parole, même ceux qui ne se comprennent pas peuvent parler ensemble et discuter, et au final l'important c'est que tout le monde se respecte. C'est pas du tout ma DA en fait, je ne respecte pas les connards racistes et suprémacistes. Voilà, donc pour moi ça allait être extrêmement difficile de garder mon calme, je suis pas le bon candidat pour ça. Bref. Pour résumer, je pense qu'on peut débattre avec l'extrême droite quand le format ne cherche pas à le transformer en interlocuteur légitime. Un journaliste qui confronte un responsable politique sur ses affirmations, c'est pas la même chose qu'un plateau où deux visions sont présentées comme équivalentes. Donc on peut se demander, petit 1, est-ce qu'on utilise le débat pour examiner une position ou pour mettre en scène un conflit? Petit 2, si l'objectif est bien d'examiner une position, est-ce que je suis en mesure d'éviter que mon adversaire transforme le débat en conflit? Petit 3, si j'arrive pas à éviter le conflit, est-ce que je peux le remporter? Est-ce que je peux remporter le rapport de force? Si c'est pas le cas, c'est clairement contre-productif. Et si c'est le cas, est-ce que le débat aura réellement servi à quelque chose? Est-ce que j'ai pu exprimer mes positions de façon claire? Ou est-ce que j'aurais mieux fait de garder mon énergie pour occuper des espaces indépendants? C'est tout pour cette vidéo, c'est une version longue d'un réel de 3 minutes que j'avais fait il y a un petit moment sur Instagram, voilà, mais je pense que ça méritait un peu plus de nuances et d'explications. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Apparemment, ceux qui ont Premium, ils peuvent booster la vidéo, je sais pas comment on fait, je sais pas à quoi ça sert, mais faites-le. Faites-le tout de suite.
Et si vous voulez payer un café à votre camarade, le lien Tipeee est en description. Je vous mets en description les références que j'ai utilisées pour cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs? Voilà, très bien. Alors, tu vois, le sourire. D'accord. Et en même temps, si tu pouvais entendre ma voix intérieure, que tu n'entends pas, bien sûr, ma pensée, c'est « Ah, la vache. Ah, le salaud. Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné. »